Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On se fait comme on le fait à l'habitude, le petit point à la mi-semaine. On regarde un peu tout ça. Donc rien sur les calendriers économiques cette semaine, c'est l'ennui mortel, mais c'est pas plus mal. Par contre, au niveau des sentiments, c'est toujours la grosse dichotomie. C'est la fin du monde en crypto, FTX, machin, tout ça, tout ça. À côté de ça, on est presque en extreme greed. Sur les indices américains et au niveau du positionnement des traders particuliers, on est plutôt à mi-chemin avec une légère, on va dire quand même, propension à croiser. Il faudra voir si ça suit, hein, mais donc ici on voit bien quand même les structures de creux ascendant sur le nombre de positions vendeuses qui me laisse à penser que les vendeurs vont s'opposer plus le marché monte aux États-Unis, ce qui pourrait du coup continuer d'alimenter ce truc-là. A contrario, les acheteurs font des creux et sommets descendants, m'invitant à penser que plus ça monte, plus ceux qui avaient acheté et pris des risques récupèrent les bénéfices trop vite, comme les particuliers le font toujours. Bref, quand ça monte, on vend, et quand on avait vendu, après on rachète trop vite, ça va dans l'autre sens, bien entendu. Voilà donc le deal pour le contexte. D'autres choses à noter, ça y est, c'est la première fois on casse le point bas de plusieurs mois d'accumulation sur les overnight reverse repo. Donc c'est plutôt bon signe, on l'avait dit, ça c'est un retour de liquidité pour le marché, c'est probablement le signe que les investisseurs institutionnels se repositionnent doucement, sans effet de levier. Je l'ai dit, si on monte encore en ATH, c'est pas de la tendance, c'est juste l'invalidation des biais baissiers. Donc il est normal que les institutionnels supportent, et je suis d'ailleurs très heureux de les voir le faire sur les zones de prix actuelles qu'on va voir après sur les graphiques. D'un point de vue Fed, pas de changement, on voit bien donc que le marché est bien passé à pricing sur des 50 points de base à partir de maintenant et rejet total des 75 points de base. Ici on va donc du plus ancien au plus récent sur la couleur pour montrer donc l'évolution à un mois, une semaine et un jour, et là où on est aujourd'hui. Donc on voit bien que ça n'a pas changé, pour l'instant on reste donc bien ici, ça semble acquis sur le fait qu'on part à plus de 85% sur du 50 points de base à partir de maintenant. Ce que ça nous donne sur le S&P 500, eh ben, c'est que justement, on va le voir, alors, hop, eh ben, on se retape des alertes de volatilité alors que nous croisons la moyenne mobile. Les institutionnels redéploient du capital, on le voit probablement via le reverse repo, on en avait parlé. Ça retrouve de la volatilité, les particuliers commencent timidement à s'opposer, ce sont les mêmes signaux ici. Je rappelle, quand c'est bleu clair comme ça veut dire signaux de tendance, d'accord. Donc ça voudrait dire c'est le genre de signaux qu'on exploite si on veut une tendance baissière. Sauf qu'on l'a vu, c'est pas du tout une tendance baissière, ces mêmes signaux se sont fait dégommer là et là. Donc pour ma part, ici, pas trop de soucis, c'est une zone où on risque de passer à travers. Évidemment, les particuliers avides de bear market et de fin du monde vont s'y opposer sans grande peine, je le parie. Ce qui ne fera qu'alimenter l'appétit pour le risque des professionnels qui commencent à peine à décaisser les milliards qui sont keblo dans le reverse repo depuis des trimestres. Donc pour moi le mécanisme se met en place, c'est plutôt bien, croisement des moyennes, les moyennes se remettent à la hausse, le range est mature, donc j'ai plutôt l'impression que ce qu'on a vu sur les briefs hebdo, c'est-à-dire en daily et en hebdo, a de fortes chances de s'extrapoler. L'alerte de volatilité ici, venant de la borne basse, m'invite à dire que nous allons voir la borne haute, et c'est ici que pour ma part, je récupérerai mes profits si nous y allons. À partir de là, je serai beaucoup moins agressif quant au rythme qu'on mettra pour éventuellement aller taper de la TH plus tard. Voilà. Les cryptos, c'est toujours compliqué. Les cryptos en 4 heures, ça va être à mon avis de nouvelles alertes de volatilité qui nous attendent. Quand ça frappe comme ça, je connais très bien mon indicateur. C'est-à-dire que là, si hop, on repasse juste, on dit bonjour à la moyenne, ça va déclencher de nouveau des alertes de volatilité. Pareil, comme à Wall Street, on est venu chatouiller la borne basse. Je vous parie ce que vous voulez qu'on va aller chatouiller la borne haute. Juste mon flair. Mais j'avoue que pour l'instant, je ne prends pas de paris spéculatifs non plus. Sur ces zones-là, on a encore un peu de marge pour des attaques spéculatives, sur des rumeurs ou des trucs comme ça. Enfin bon, bref, de toute façon, des Ethereum, moi j'en ai déjà plein le portefeuille. Je n'ai pas prévu de continuer de renforcer sur des positions spéculatives pour l'instant. Je suis déjà en marge sur Ethereum. Donc loin de moi l'idée ici de continuer à renforcer des positions pour réduire les taux de marge, etc. Donc pour l'instant, je garde des marges très très larges et très très confortables. Et du coup, loin de moi l'envie de réduire tout ça. Donc observation, mais toujours confiant sur les bons projets. Si vous achetez les dos basses, ça va mal se passer. Voilà pour moi le délire.
Des cryptos, qu'est-ce qu'on doit noter toujours? Le même problème, donc GBTC ça continue de baisser, donc attention, on a une petite remontada sur 2 jours après la chute libre des jours précédents, donc voilà, pour l'instant c'est juste de dire à moins 35%, enfin quasiment moins 35, moins 40, c'est qu'il y a clairement un souci de liquidité chez Grayscale, on va pas se mentir, donc le truc c'est toujours faire attention à Grayscale. C'est pour ma part ce qui pourrait poser problème. Maintenant, c'est fort probable que Bitcoin étant très demandé, surtout sur des gros supply comme ça, que ce soit racheté OTC, c'est-à-dire concrètement, rappelez-vous la faillite de Lehman, etc. Et au final, poum, hop, le sauvetage d'AIG. Hein, donc j'ai l'impression que FTX c'est notre Lehman et que le prochain qui tombera, ça nous fera un AIG, c'est-à-dire l'effet catastrophe. Ah mon Dieu, Grayscale tombe, et puis au final, hop, il y a un gros qui vient, qui buy out avec un gros discount. Bref, donc j'ai l'impression qu'en tout cas, Grayscale va avoir du mal. Enfin, c'est impossible pour moi de remonter ce type de spread. Par contre, c'est pas dit que ce soit un carnage. En tout cas, je pense que s'il y a une opération, elle ne sera pas réalisée on market. Voilà mon avis. Les liquidations, après avoir bien liquidé du bouboule, je pense qu'on va aller liquider du bébert. Hein, mais alors attention, vu les montants maintenant, hein, là on parle quand même de gros sous-sous, je pense qu'on va s'amuser à liquider quelques milliards sur les bears, pour tous ceux qui s'y amuseraient, puisqu'on le voit bien, l'open interest est encore très élevé. Et pour ma part, c'est là que se situe ma crainte principale, mais je vais essayer d'argumenter en ce sens, parce que c'est peut-être très contre-intuitif. Donc, pour ma part, l'open interest, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde me défend, ouais, le bear market, on est reparti pour 1 an d'hiver crypto, etc., etc. Moi, je vois surtout qu'il y a beaucoup d'exposition sur les produits dérivés en relative historique par rapport au mouvement de prix. Donc, attention, ça veut encore dire effet de levier, pari spéculatif, produits futurs, put call, tout ce que vous voulez. Bon, là, on est sur les futurs. Donc, pour ma part, les open interest sont beaucoup trop importants sur les produits dérivés. Je vous avais dit avant FTX que je craignais clairement qu'un exchange se fasse dégommer la gueule, mais particulièrement un exchange proposant des produits dérivés à effet de levier et très peu d'activité spot, voire pas du tout. Hein. Et je pensais que c'était ceux-là qui étaient le plus en risque. Ça ne veut pas dire que du coup FTX est tombé, je me suis complètement trompé, et toutes ces dobas qui produisent des produits futurs sans avoir vraiment le collatéral, sans être en capacité d'acheter le collatéral si ça bouge, elles sont safe, elles le sont même absolument pas. Hein. Donc je vous redis, pas de trading de produits dérivés, bordel de merde. Hein. Même chez du Binance et tout ça, nulle part, ok. Donc vraiment faire attention, mais je pense qu'il faut envoyer le message. Hein. Pour moi, c'est si on va vraiment dans un bear market, faut me sauter un trader, faut me sauter un exchange en produits futurs pour envoyer le dernier message qui reste, c'est-à-dire dans cet environnement de crispation post-FTX, self-custody, tout ce qu'on a vu et revu, il n'est pas du tout normal qu'on continue d'avoir les mêmes niveaux d'open interest. Donc je pense qu'il faut nettoyer, au mieux dans les deux sens, c'est-à-dire après avoir liquidé tous les longs, on liquide les shorts, tout le monde se retrouve à zéro terminé. Mais si surtout l'open interest est toujours ouvert à l'achat, attention, ça peut être justement très contre-intuitif. Je vous explique le deal. Ça revient simplement à dire que si on prend Ethereum, qui est donc le chouchou, et en plus de ça, pour ma part, le plus prominent pour la volatilité, je vous explique ce qui se passe. Si par exemple, là, ça commence à remonter ici, c'est clairement là que se trouvent tous les stops des shorts, on voit bien la zone de valeur. Donc c'est là que concrètement tous les shorts se font liquider. À mon avis, ça va passer one shot à travers comme dans du beurre, mais le problème c'est qu'ici il n'y a plus aucun vendeur. Ça veut dire que le broker il se retrouve avec tous les contrats à l'achat, et si vous comprenez comment fonctionne un broker lui il prend les acheteurs, il prend les vendeurs et il expose la différence. D'accord ? Là en gros il va dire je dois acheter ça et puis ça je l'annule. C'est-à-dire j'ai les vendeurs qui compensent les acheteurs, hop, je m'expose qu'à ça sur le marché. Autrement dit, je dois avoir l'exposition nette pour couvrir le différentiel entre mes acheteurs et mes vendeurs. Maintenant, si d'un coup, d'un point de vue très volatile, je me retrouve avec, j'avais mes acheteurs, j'avais mes vendeurs, ok, c'était cool. Bon, même si j'ai plus d'acheteurs, parce qu'à mon avis, il y a plus d'acheteurs, je pouvais au moins m'occuper des vendeurs, ok, c'est cool. Maintenant, si d'un coup, mes vendeurs disparaissent, d'accord, à la base, je devais couvrir que cette portion-là, sauf que là, oh putain, d'un coup, je me dois me couvrir de tout ça, c'est-à-dire, je dois quasiment doubler, voire tripler mes positions existantes, d'accord, pour pouvoir couvrir et payer la position acheteuse de mes clients qui sont longues. Et si donc ici, on se retrouve sur une zone, comme par hasard, pas très liquide, c'est-à-dire des zones de moyenne de prix, loin des écarts types, et que je me retrouve ici à devoir manger une volatilité de cochon, c'est-à-dire 20% de plus, avec des mèches hautes ou ce que tu veux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec probablement des traders longs qui vont essayer d'encaisser leurs bénéfices sur la zone qu'ils visent très probablement. La borne de volatilité, ne nous mentons pas. Si on se retrouve ici avec des longues
en produits dérivés, qui veulent récupérer les profits, ce qui est tout à fait normal. Si les prix sont atteints, ils doivent être payés. Et sauf que si le broker n'a pas pu acheter toute la partie restante de sa couverture, il va payer avec quoi? Avec rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, faites gaffe, l'exposition net acheteur sur les produits dérivés, c'est très risqué parce que vous prenez le risque si ça part au sud, mais si en plus de ça, ça part au nord et que au final vous vous retrouvez sur l'exchange qui n'a plus de liquidité, hop, insolvency, il vous bouffe votre marge, il part avec, puisque derrière il va se retrouver en bankruptcy. Bref, autrement dit, vous êtes juste venu perdre votre argent alors même que vous aviez raison. Ah, c'est con, hein? Donc on fait attention, je le redirai jamais assez, les risques sur les produits dérivés sont extrêmement complexes, surtout dans l'environnement actuel, et c'est quand même mon job, moi, de vous prévenir des risques, même ceux que vous ne pouvez pas nécessairement tout bien maîtriser. Je vous le redirai jamais assez, putain, pas de produits dérivés en ce moment, s'il vous plaît. Même chez les gros comme Binance, etc., la liquidité est critique, et aller faire joujou sur les produits dérivés, c'est pas très malin. Voilà. Et puis surtout, il faut à mon avis envoyer le message que ces produits dérivés, on a assez joué avec et que bear market ou pas bear market, dans tous les cas, ce marché est destiné à être en self-custody très majoritairement. Bref, les exchanges vont revenir à ce qu'ils étaient supposés être à la base, c'est-à-dire au lieu d'être des joujoux spéculatifs casino boursiers comme on connaît très bien dans la finance traditionnelle, ils sont là pour faire un fiat on-ramp, c'est-à-dire on vient déposer ses fiat sur des comptes audités, on vient acheter parmi le supply qui est disponible et qui veut bien être disponible, et dès qu'on a réalisé déjà ça, on récupère son token et on le met en self-custody sur un wallet ou sur un hardware wallet, ou etc. etc. Ok ? Donc voilà pour ma part comment ça doit se mettre. Ça, quelles conséquences ça a de drainer littéralement tous les volumes des exchanges, tout le supply. Donc les exchanges n'ont maintenant pratiquement plus de supply spot et on ne voit pas les montants des produits dérivés baisser, ce qui m'invite à penser que le prochain cheval de bataille, c'est ça. On va péter les exchanges qui proposent encore des produits dérivés mais qui nagent concrètement le cul à l'air puisqu'ils n'auront ni les fonds ni la profondeur de marché pour s'exposer au marché spot si jamais on va liquider. Voilà, pour vous en avoir expliqué la base. Donc, au moins, vous avez tous mes sentiments. Donc, pour ma part, Wall Street, ça dépend principalement de ce que vont faire les traders particuliers. Si maintenant ils se mettent à l'achat, on va revenir sur les supports. S'ils continuent de shorter sous les résistances, pensant qu'on va à la fin du monde, etc., que le marché remonte pour de mauvaises raisons, eh bien, on continuera de monter, mais c'est principalement lié au trading des particuliers pour la spéculation de court terme. À plus moyen terme, on l'a vu, les alertes de volatilité m'invitent à penser que même ce que font les particuliers à court terme ou pas, on devrait aller tirer vers la borne haute assez normalement, mais quid du timing? Pour les cryptos, pour ma part, c'est purement des effets collatéraux, c'est-à-dire des effets d'annonce. Ah tiens, d'un coup, tel truc est peut-être insolvable, donc on va essayer de démonter son token. Mais bref, mis à part les manipulations de cours, et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, là c'est vraiment de la manipulation d'informations et des cours, sous fond d'illiquidité, de crainte, de peur, d'arnaque et tout ce que vous voulez. Bref, franchement, je ne pense pas qu'on soit dans un marché où vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Donc essayez d'être un petit peu rationnel, prenez de la distance. Si vous êtes investi à moyen terme, vous avez déjà normalement subi les plus grosses clacounettes que ce marché peut vous mettre. Donc gardez un peu de sang-froid, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Oui, les drawdowns sont importants, oui, je les subis aussi, et ça me choque pas plus que ça. Je rappelle, les rewards qu'on a derrière sont quand même très importants. Donc si vous réfléchissez réellement gestion du risque et que vous réfléchissez valeur à moyen terme, moi je vise toujours les mêmes zones, les 9-12 000 Ethereum, etc. Donc on parle de très gros rendements, c'est forcément associé à des très gros risques sur le capital. L'essentiel, c'est jamais risquer de retourner à zéro. Tant que normalement vous avez acheté des bons actifs, ils ne vont pas à zéro, ils mettront peut-être du temps, peut-être qu'il faudra revoir les targets, mais pour l'instant, encore une fois, les objectifs par rapport aux drawdowns qui ont été assurés sont en lien avec des gestions toujours très bonnes. Ça veut dire, ni plus ni moins, on est sur des ratios de Sharpe qui valent le coup. C'est juste que, justement, c'est stupide d'utiliser de l'effet de levier. On y revient toujours. Bref, ça fait des mois et des mois que de toute façon, tout dollar qui est investi ou euro, ou peu importe la devise dans les cryptos, ne doit être mis que partir d'argent dont vous n'avez pas besoin avant un bon moment. Et encore une fois, il vaut mieux, à mon avis, considérer ça comme un chemin à sens unique. Ça reste, pour ma part, la stratégie la plus intéressante. Ne cherchez pas à gagner de l'argent avec les cryptos, mais comprenez que c'est une assurance contre la merdouille qui pourrait nous arriver dans plusieurs années dans le système financier. Allez, désolé pour l'accent du jour, mais je le sentais bien. Allez, ciao ciao.